démocrates du monde entier, chers amis, compatriotes du Congo-Brazzaville, euh, les amis qui nous suivent à travers le monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée et nous sommes bien le 20 septembre 2017 et nous tenons cette conversation très tard au niveau de Toronto, au Canada. Mais comme vous le savez, le président américain, M. Donald Trump, a reçu un certain nombre de leaders africains aujourd'hui, autour de midi, ce que nous appelons le tour de lunch time, c'est-à-dire le tour du petit repas de midi. Et on peut dire que oui, chefs d'État africains ont été reçus et un Premier ministre. Donc tout à l'heure nous allons donc vous allez nous permettre de tourner les caméras et puis on va vous montrer un certain nombre des images. Comme ça nous allons tous progresser dans la conversation de ce soir. Donc permettez-moi s'il vous plaît, je vais aller à tout moment vers les écrans des ordinateurs pour vous montrer un certain nombre des images. Voilà, donc rapidement je vais tourner l'image. Bon, voilà, donc il n'y a plus de doute. Je vais donc lancer, comme vous le voyez ici, le président Trump a reçu M. Jacob Zuma, président sud-africain, Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et Alpha Condé, président de la Guinée, et qui est présentement le président au niveau de l'Union africaine, Macky Sall qui est le président du Sénégal, H. Goldfried Geingob de la Namibie, et puis Mohamedou Bari qui est le président du Nigeria, et Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, et vous avez El Mariam Desalegn qui est le premier ministre d'Éthiopie. Comme vous le voyez, les images sont claires et nettes. Comme vous le voyez, les images nous le disent d'une manière claire et sans doute, bien sûr, sans doute, voilà, donc permettez-moi d'arrêter la vidéo. Voilà, comme vous le voyez, les images sont claires et nettes, sans doute, l'usurpateur des urnes, celui qui a volé la victoire des Congolais et qui est en train de patouiller des conversations avec un certain nombre des autorités libyennes ne font pas partie de cette réunion. Éventuellement, Sassou Nguesso n'est pas là, vous voyez, chers amis. Donc c'est une façon de vous dire que le travail que les Congolais d'Amérique du Nord, en connivence avec un certain nombre des compatriotes qui sont soit en République du Congo ou au niveau de la diaspora, est en train de fonctionner. C'est-à-dire cette collaboration que nous avons eu à mettre en place, de s'échanger la documentation avec ceux qui sont au Congo, qui sont réellement dans ce combat, avec ceux qui sont au niveau de Paris, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie. Cette collaboration que nous avons mis en place est en train de fonctionner. C'est-à-dire, nous, dans la diaspora Amérique du Nord, on s'était dit, il n'y aura pas de tolérance pour tous ceux-là qui vont vouloir trahir le combat, tout de suite ils seront dénoncés et ils vont être expulsés. Et c'est cela qui fait le succès de ce combat en Amérique du Nord. L'engouement de tous les Congolais, ils ont compris que nous devons être soudés pour pouvoir arriver à déboulonner celui qui se prend le titre de l'éléphant. Voilà pourquoi vous avez vu des stratégies, des techniques de communication que nous avons mis en place. Nous sommes décidés de ne plus les dévoiler. De ne plus les dévoiler. Parce que toutefois qu'on arrive à les dévoiler, l'ennemi, qui est donc le régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso, arrivait
à prendre des dispositions pour se préparer en conséquence, pour essayer de briser les barrières que nous mettions en place. Mais les stratégies fonctionnent, chers compatriotes, vous voyez, et nous demandons aussi à ceux qui sont en Europe de tenir les mêmes dispositions, hein, c'est-à-dire de fermeté et dans la rigueur dans tout le travail que nous sommes en train de faire de résistance. Nous le savons que la victoire ne peut pas être peut-être dans quelques heures, ça on le sait, c'est un travail de longue haleine qui est en train de se faire. Nous le savons que la victoire ne va pas être après quelques jours, vous voyez. C'est un combat difficile, mais nous allons arriver à gagner si nous sommes déterminés et motivés. Si nous avions la conviction que nous sommes dans ce combat pour le gagner et éventuellement nous allons arriver. Vous voyez, la campagne médiatique que nous avons mis en place, les stratégies que nous avons mis en place en Amérique du Nord sont en train de fonctionner. Vous voyez, ces compatriotes. La preuve en est, Sassou a organisé un sommet à la va-vite parce qu'il visait éventuellement la rencontre que M. Trump, le président américain, a eue aujourd'hui avec les leaders africains. Il visait cela. Donc, dans sa tête, il a joué à des calculs. Il a mis de l'argent en jeu. Il est même arrivé à convaincre le maréchal Haftar de faire le déplacement de la Libye en moyennant des milliards et des milliards de dollars pour pouvoir faire déplacer le général. Vous voyez, tout est devenu business dans ce monde. Vous voyez, pour le général Haftar, quand il a une opportunité, de l'argent qui lui tombe cash, mais bien sûr, il sait au fond de lui que ça, c'est pas Sassou qui va résoudre les problèmes de la Libye. Il sait au fond de lui ses vraies positions, ses vrais collaborateurs dans le conflit de Libye. Pour lui, il s'en fout. Pour lui, un avion est affrété, des milliards de dollars, on t'a donné en cash sur table, mais bien, il a effectué le voyage, il est venu à Brazzaville, il faut faire plaisir à Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, donc Sassou Nguesso, en venant à New York, hein, il s'est dit, bon, il avait la carte verte qui lui permettait d'ouvrir, d'avoir accès à toutes les portes. Il a été surpris déjà à l'Assemblée, il a été placé à la dernière rangée, très proche des commissions Commonwealth, commission caribéenne, commission ainsi de suite, placé hein, au fin fond de la salle, vous voyez. Et éventuellement, dans des stratégies hein, de Sassou Nguesso, il visait la rencontre que M. Trump a eue aujourd'hui. Malheureusement, les preuves là, on va encore citer hein, ceux qui ont été reçus aujourd'hui par M. Trump, vous voyez. Donc, nous avions Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, vous avez Yoweri Museveni de l'Ouganda, vous avez Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, vous avez Alpha Condé de la Guinée, qui représente aussi l'Union africaine d'une manière générale, parce que c'est lui qui détient la présidence. Vous avez Macky Sall du Sénégal, vous avez Hage Gottfried Grisberg de la Namibie, et puis vous avez Mamadou Bahiri de Nigeria, vous avez Nana Akufo-Addo du Ghana, et puis vous avez le premier ministre éthiopien qui est Al-Mariam Desaguer. Ce sont ceux-là qui ont été reçus par M. Trump aujourd'hui. Nous venons de vous faire passer les images. Donc, que Télé Foufou ne truque pas les images, hein, chers compatriotes, pour ceux qui sont en Afrique et ceux qui ont l'habitude de nous suivre, que Télé Foufou ne truque pas les images. Bon, plusieurs raisons ont été évoquées par M. Trump pourquoi il a reçu ses leaders. Il a parlé des coopérations du point de vue des valeurs de paix pour promouvoir le développement de leur pays. Il a parlé de l'économie, il a parlé de plusieurs raisons de sécurité ainsi. Même si nous pouvons apporter des contradictions sur un certain nombre de présidents, hein, par exemple celui de la Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, les Américains ont estimé qu'en comparaison avec un certain nombre de leaders en Afrique, ils ont peut-être certainement estimé que Dramane Ouattara était quand même en bonne position. Et ça, ce qui est peut-être pas vrai, vous voyez, mais quand nous essayons de comparer un peu l'économie de la zone Afrique de l'Ouest, de la zone UEMOA, vous voyez, avec la zone CEMAC, nous nous rendons compte que cette économie-là, dans cette zone UEMOA-là, fonctionne mieux que l'économie de l'Afrique centrale. Tous les pays de l'Afrique centrale sont totalement déficitaires, vous voyez. La Namibie, on l'avait déjà expliqué, le Namibie fait un taux de croissance de plus de 10% de leur PIB. Donc c'est des bénéfices hein, de ce qu'ils font de leur PIB. Et la politique namibienne consiste à vouloir
se partager la richesse nationale avec les citoyens. Vous voyez, sinon si nous essayons de voir, le taux de pauvreté a quand même baissé, et puis la Namibie aujourd'hui est dans un boom économique énorme. Vous voyez, donc c'est cela. On avait déjà expliqué les cas de la Namibie. Allez-y, regardez nos vidéos, vous allez vous rendre compte. L'Éthiopie, c'est la même chose. Vous voyez, d'aucuns peuvent dire que ben oui, les taux de pauvreté, mais quand on essaie de voir leur PIB par rapport à ce qui se passe, éventuellement, il n'y a pas de déficit en Éthiopie. Vous voyez, donc pas mal de pays ont essayé d'équilibrer leur budget et de se faire fonctionner. Et la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas de déficit budgétaire en comparaison avec ceux de l'Afrique centrale. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, nous pensons que la vision que M. Trump a, de businessman, de l'homme qui a une vision, il essaie en ce moment-là de donner l'honneur à ces paysans-là qui essaient de booster leur économie. Et c'est cela. Hein? Et éventuellement, nous avons vu M. Tillerson, qui est le chargé des affaires étrangères des États-Unis, dans sa politique de vision, puisqu'il faut le dire que ce monsieur il connaît mieux l'Afrique que plusieurs personnes, vous voyez. Donc ce monsieur, du fait qu'il a été patron d'ExxonMobil, a une bonne connaissance de l'Afrique. Donc voilà pourquoi vous avez vu, aucun leader de l'Afrique centrale a fait partie de cette réunion. Ça pose des questions. Hein. Et M. Trump l'a encore réitéré dans son discours lors de la conversation, les problèmes qui minent l'Afrique centrale. Et il a dit d'une manière claire que c'est une région qui est en train de passer des moments difficiles parce que vous aviez des sortes de reptiliens, des gens qui sont bourrés de haine, qui non pas seulement qui sont en train de piller l'argent de leurs États, mais ils mettent des répressions, ils sont des massacres le monde, ils vident les économies de ce pays. Et à la place, au lieu de laisser le pouvoir, ils veulent s'autoproclamer président en se maintenant, en créant des régimes falsifiés, en mettant en place des régimes électoraux qui n'ont pas de sens. Vous voyez? Et voilà pourquoi M. Trump l'a encore redit, il a encore redit aujourd'hui. Hein, il veut vraiment que l'Union africaine joue son rôle, parce que jusqu'à maintenant, l'Union africaine ne joue pas le rôle que l'Union africaine est censée jouer. Et là encore, il a aussi dit la même chose pour les Nations Unies. Les Nations Unies, jusqu'à ce point, ne jouent pas le rôle qui lui avait été confié à l'origine, ce qui consiste à installer la paix, à installer les valeurs de démocratie, à pouvoir engager les pays dans la richesse, engager le monde dans la richesse, à pouvoir prévenir les conflits. Or, ce que M. Trump, dans sa vision, il se dit, les Nations Unies, c'est quasiment une institution qui est complètement brisée, hein, parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. À la place de pouvoir prévenir les conflits, on essaie de courir d'après les conflits, et parfois même pour les créer, vous voyez. Et donc, c'est cela que nous ne pouvons plus continuer à travailler sur ces modèles qui consistent à suivre les conflits, à créer des conflits, parce que vous avez des groupes de gens qui veulent des intérêts, et à la place, c'est des populations qu'on arrive à massacrer. Le cas le plus frappant, nous avions la République démocratique du Congo, plus de 8 millions de morts. Tout ça, c'est dû à des matières premières. Et pourtant, les plus grandes compagnies du monde sont en République démocratique du Congo. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Les gens peuvent toujours continuer à aller prendre les matières premières sans pourtant massacrer les populations. Vous voyez, chers compatriotes. Mais il suffit seulement de créer des relations bilatérales ou de coopération qui vous permettent de pouvoir faire le business avec les populations de la République démocratique du Congo. Donc, la plupart des temps, ce sont les populations qui sont les victimes de ces systèmes. Voilà, vous voyez. Donc voilà pourquoi M. Trump nous dit que le rôle premier des Nations Unies n'est plus celui-là. Hein. Donc, il veut que les Nations Unies reviennent dans un modèle qui consiste à prévenir les conflits, éventuellement à promouvoir la richesse des pays pour éviter les déplacements massifs des populations, par exemple les problèmes d'immigration et ainsi de suite. Vous voyez, donc voilà pourquoi il veut aussi que l'Union africaine puisse jouer ce rôle-là, hein, ce rôle déterminant. Nous voyons, dans la plupart des cas, l'Union africaine joue le petit jeu hein, des dictateurs, hein, c'est-à-dire un petit cercle des amis qui sont là pour pouvoir essayer de légitimer tous ceux qui ont fraudé lors des élections. La preuve, plusieurs preuves nous avons, le cas le plus frappant c'est celui du Kenya, que vous aviez des représentants de l'ONU sont partis, les représentants de l'Union africaine sont partis au Kenya, alors que les élections se sont déroulées dans des mauvaises conditions, il y a eu des fraudes, mais tous ces observateurs envoyés par l'Union africaine et envoyés par les Nations Unies ont approuvé l'élection. Vous voyez? Et donc cela montre des failles, des fissures dans le système
des Nations Unies et dans le système de l'Union africaine. Nous voyons aussi le cas le plus frappant, c'est celui du Congo-Brazzaville. Vous avez eu quelqu'un, un homme qui a eu 8%, qui renverse les résultats. Et vous voyez des gens représentants de l'ONU comme M. Bathily qui partent pour essayer de légitimer un pouvoir. Vous voyez, des M. Bathily qui disent qu'au pôle, il n'y a rien, tout se passe bien. Vous voyez, tout ça, c'est des failles que M. Trump ne veut plus voir. Voilà pourquoi il est ferme. Hein. Nous supportons énormément les positions de M. Trump parce qu'il dit la vérité. Il dit ce qui doivent se faire. Vous voyez. Mais par contre, les nations qui ont des petites visions, hein, comme par exemple la France, essaient de vouloir apporter la contradiction. Donc tout à l'heure, nous allons vous faire passer, si vous voulez, la vision, deux visions différentes entre monsieur Trump et éventuellement monsieur Macron. Hein. Donc les deux visions totalement, deux visions différentes du monde, hein, la manière dont les Américains veulent voir le monde, hein, et la manière dont les Français veulent vouloir voir le monde. Mais nous supportons énormément les positions de M. Trump, parce que nous pensons que quand vous avez affaire à des dictateurs, à des gens qui brisent la paix, à des gens qui volent leur population, à des gens qui détruisent des vies, nous pensons qu'il faut soit on les arrête, on les met en prison, soit on les juge, soit carrément on les détruit. Vous voyez. Donc, deux fois, les positions de M. Trump sont des positions parfois à supporter. Vous voyez. Le cas le plus frappant que nous avons en Afrique, vous avez plusieurs populations qui sont très démunies. Vous voyez, vous avez des hommes forts à la tête des États, mais ils n'ont jamais été élus, hein, il faut signaler, ils n'ont jamais été élus. La plupart du temps, ils manipulent les élections, ils manipulent les résultats, ils se positionnent par le système militaire de répression qu'ils ont mis en place, et ils essaient de se maintenir au pouvoir. Et quand le peuple cherche toujours à revendiquer ce qui lui appartient, c'est-à-dire le pouvoir, et tous ces criminels-là mettent des fortes répressions, on massacre des populations, on brutalise les peuples, on emprisonne plusieurs jeunes, plusieurs personnes, et rien ne s'est fait. Vous voyez. Et c'est cela que M. Trump, vous voyez, tous les présidents voyous, là, tous ceux qui commettent des actes, c'est des choses qu'il faut plus tolérer. Et sans plus tarder, rapidement, nous allons vous tourner la caméra pour vous montrer deux positions différentes entre deux leaders du monde, éventuellement M. Trump et M. Macron. Donc, on va tourner donc la caméra pour vous faire passer ce modèle qu'on nous a essayé de nous montrer ici entre M. Trump. Voilà. Vous pouvez peut-être lire, hein? C'est mieux que vous lisez, et moi je vais donc faire la traduction après. Our success depends on a coalition of strong and independent nations that embrace their sovereignty to promote security, prosperity, and peace for themselves and for the world. Bon, voilà. Donc, quand nous essayons de voir cette pensée de M. Trump, là, et je crois que cette pensée-là, excusez-moi, juste le temps de positionner la caméra, la pensée de M. Trump, elle est vraiment très claire. Vous voyez, une nation qui est là pour promouvoir la paix, pour promouvoir, pour prévenir les conflits, pour promouvoir l'ambiance, pour promouvoir la bonne relation avec tous les autres pays, nous pensons que cela devait donner une certaine harmonie au niveau du monde entier. Vous voyez? Maintenant, si vous avez des nations qui sont là, qui ne visent que des intérêts, donc qui utilisent leur puissance pour aller détruire les autres, alors là, ce n'est plus bon. Vous voyez? Donc voilà pourquoi la conviction de M. Trump, c'est de voir que, d'abord, premièrement, un pays doit penser à elle-même, doit penser à ses propres citoyens. Vous voyez? C'est cela. Hein? Voilà pourquoi quand M. Trump dit America first, hein, the United first, American come first, je crois que ça c'est l'objectif d'un leader. Un leader doit d'abord penser à son propre peuple avant d'aller penser aux autres. Vous voyez? Mais ce qui se passe chez nous, non, pas du tout. Au Congo-Brazzaville, on ne pense pas aux populations. On détruit les populations. On vole tout ce qui appartient à ce peuple et on va les investir ailleurs. Vous voyez? Et ça, c'est pas un leader. Ça, c'est un destructeur, un pilleur, un voleur. C'est le cas réellement de Denis Sassou Nguesso. Hein? Donc, il ne pense pas au peuple, il brise le peuple, il fait taire tous ceux-là qui veulent parler, il veut détruire tous ceux-là qui veulent parler, le système éducatif, le système scolaire, le système de santé,
les conditions de vie des populations, les hôpitaux, tout ça là complètement détruit. Ça fait partie du plan de destruction. Vous voyez, ce ne sont pas des leaders. Voilà. Ceux-là qui ont des valeurs, qui ont la capacité de promouvoir les valeurs de paix, la capacité de promouvoir la richesse nationale, la capacité de pouvoir développer leur pays, la capacité de pouvoir, si vous voulez, diversifier l'économie du pays. C'est cela, la vision d'un leader, c'est ce que M. Trump est en train de dire. Donc rapidement, nous allons encore tourner la caméra pour continuer cette conversation. Maintenant, nous allons écouter la conversation, nous allons maintenant écouter les positions de M. Macron. Voilà. Donc, on va continuer dans la vidéo. As President of the United States, I will always put America first. Dans le monde tel qu'il va, il n'y a rien de plus efficace que le multilatéralisme. Pourquoi? Parce que tous nos défis sont mondiaux. Bon voilà, quand vous écoutez M. Macron, hein, le multinationalisme, oui, il a quelque part raison, mais quand le multinationalisme devient un frein à l'économie des autres pays, ça devient un grand problème. Vous voyez, ces compatriotes démocrates du monde entier. Le cas de la France, pourquoi la France pense au multinationalisme? Parce qu'il veut toujours avoir l'appui des autres nations pour qu'ils continuent à piller l'Afrique. C'est cela. C'est cela la vraie raison. Parce que si aujourd'hui, on enlevait la France, on enlevait l'Afrique hein, à la France, c'est un chaos total, un chaos économique. C'est une destruction totale de la France. Voilà pourquoi les Français doivent toujours baser leur vision dans le multinationalisme, l'entente de tous les pays, parce que seuls, hein, ils n'arriveraient pas. Aujourd'hui, nous savons que l'Allemagne demeure le moteur économique de l'Europe. Vous voyez, donc la France est obligée de s'accrocher à l'Allemagne. Certains pouvaient venir apporter des contradictions, mais c'est ça la réalité. Si aujourd'hui, on arrivait à enlever la France, on arrivait à donner totalement l'indépendance à l'Afrique, aux plus de 14 pays qui utilisent la zone franc aujourd'hui. C'est-à-dire, on dit, bon, écoutez, les accords de Berlin qui a permis de diviser l'Afrique, de donner une grande partie de la richesse de l'Afrique à la France tombe. Et ça, il n'y a rien à faire, ces compatriotes. Voilà pourquoi vous voyez dans le discours de la France est dans une mauvaise position économique. Vous aviez le taux de chômage ne fait qu'augmenter, ça n'a jamais baissé. Hein. Depuis, vous avez des présidents qui viennent faire un seul mandat. Vous avez Sarkozy qui est venu, il a fait 5 ans, il est venu s'enrichir, il a pris ses valises, il est parti. Les valises éventuellement va-et-vient de la France, de l'Afrique, et ainsi de suite. Hollande, il est venu prendre la même chose. Voilà, un président impopulaire, il n'a même pas pu se positionner encore. Il est parti. Et nous voyons que, nous l'avons déjà prédit, tel que nous voyons là, M. Macron risque d'être un président à un seul mandat. Donc vous voyez, donc, la France est obligée de tenir ce genre de langage et ce genre de discours. Nous allons continuer rapidement pour essayer de comparer les deux leaders. Éventuellement, c'est une comparaison qui revient, je crois que de France 24. Donc, permettez-moi, je vais tourner la caméra et nous allons continuer d'écouter ça. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Notre engagement sur la non-prolifération nucléaire a permis d'obtenir le 14 juillet 2015 un accord solide, robuste et vérifiable qui permet de garantir que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Le dénoncer aujourd'hui, sans rien proposer d'autre, serait une lourde erreur. Bon, voilà, chers compatriotes, démocrates du monde entier, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on l'a dit, vous allez nous excuser parce qu'on va commencer à faire des va-et-vient comme ça. Vous voyez dans l'attitude de la France, quand M. Macron veut vouloir accuser M. Trump, que M. Trump est en train de dénoncer les accords qu'ils ont signés, les accords nucléaires avec l'Iran. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette affaire, c'est-à-dire ça a été signé au temps de Barack Obama, c'est-à-dire une façon de pouvoir aider les Iraniens, de leur financer un certain nombre de projets afin qu'ils puissent arrêter le programme nucléaire qui leur permet, qui va donc leur éviter de pouvoir acquérir la bombe atomique. Vous voyez? Donc il y a eu des compromissions de part et d'autre, ainsi de suite, sont arrivés à un accord. Donc les Américains, éventuellement, la plus grande partie déversent dans des subventions à l'Iran, vous voyez, chers compatriotes. Mais pour M. Trump, il est venu, il a dit que ce n'était pas une bonne politique parce que pour lui, c'est de l'argent gâché. Parce que pour lui, il se dit, quand une nation veut vouloir acquérir la bombe atomique, il faut mettre des
fortes sanctions pour pouvoir le prévenir, pour acquérir la bombe. Puisque nous savons que cette bombe, c'est une bombe dangereuse, vous voyez, chers compatriotes. Mais par contre, M. Macron, si nous voyons dans son intervention, il accuse M. Trump de vouloir, si vous voulez, continuer à faire des remarques sur les accords qui ont été signés. Mais c'est curieux, hein, chers compatriotes. Mais par contre, quand on parle des accords du franc CFA qui avaient été signés avant, ils ne disent rien. Pourquoi lui ne dénonce pas aussi le franc CFA? Nous voyons comment il a dit, il a dit pour ceux qui ne veulent pas du franc CFA, ils n'ont qu'à sortir. C'est aussi à lui de faire la compromission, vous voyez, chers compatriotes. Donc quand on veut vouloir regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut d'abord commencer par enlever celle qui est dans son propre œil, vous voyez, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous disons à la France de laisser ce petit jeu-là, ce jeu qui consiste à vouloir discriminer les Africains par une monnaie que les Africains ne veulent plus. Et une monnaie qui est complètement gérée par la France. Et nous demandons, éventuellement, c'est une opportunité pour nous de demander au président Trump de pouvoir imposer leur veto, que la France puisse libérer complètement, apporter l'indépendance en Afrique, notamment l'indépendance monétaire. Puisque M. Macron, puisque nous essayons de voir, M. Macron est en train d'attaquer M. Trump sur tous les projets. Il veut vouloir montrer qu'il est le super président que la France n'a jamais connu. Mais par contre, il ne voit pas ce que la France est en train de faire en Afrique. Toutes les guerres que l'Afrique francophone, surtout l'Afrique francophone a connues, viennent de la France. La Côte d'Ivoire a été bombardée, a été massacrée. Beaucoup de jeunes ont été massacrés sous Sarkozy, l'ordonné par Sarkozy. Le Congo-Brazzaville a été brisé sous Jacques Chirac et aussi sous François Hollande. Tout ça, c'est bien fait par la France. Vous voyez, ses compatriotes. Et plusieurs conflits. Le Rwanda, avec le génocide du Rwanda, plusieurs accusations sont là pour la France. Vous voyez, donc, qu'ils essaient d'abord de regarder avant de commencer à s'attaquer à M. Trump. Parce que quand vous allez suivre, vous allez remarquer que, la comparaison que nous sommes en train de lire, vous allez remarquer qu'il veut vouloir emmener comme une sorte de vouloir attirer tous les investisseurs, notamment, qui sont aux États-Unis, les grands chercheurs qui sont aux États-Unis, il veut les ramener en France, même sur cette affaire de la COP 21. Vous voyez? Donc nous allons continuer à suivre cette comparaison et puis nous allons continuer notre décryptage. Voilà. Donc permettez-moi, et voilà. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Notre responsabilité, avec tous nos partenaires, dont la Chine et la Russie, est de ramener par la fermeté à la table des négociations d'un règlement politique de la crise. La France refusera toute escalade et ne fermera aucune porte au dialogue. Bon voilà, chers compatriotes, comme vous êtes en train de regarder cette affaire de la Corée du Nord, vous voyez, chers compatriotes, nous le Congo, les Congolais et les Africains d'une manière générale, là où la dictature est complètement ancrée, les populations jouent à leur défense. Vous voyez, malheureusement, les populations n'ont pas de moyens militaires pour bien se défendre. On se défend avec des mains nues. Quand même qu'on se défend avec des mains nues, on nous bombarde, on nous tire dessus. Vous voyez, chers compatriotes. Mais vous voyez, c'est bien normal pour un père de famille, quand un voyou, un brigand rentre dans votre maison, ou encore ceux qui font de l'élevage, contre un lion rentre dans l'enclos, là vous avez gardé vos brebis, en ce moment vous êtes obligé de vous défendre parce que vous devez protéger votre gagne-pain. Vous voyez, ce que M. Trump dit, si aujourd'hui la Corée du Nord arrive à faire des grandes menaces ou des attaques sur des installations américaines, éventuellement, les Américains ont ce devoir-là de se défendre. Vous voyez, ses compatriotes. Mais par contre, ce que M. Macron dit quoi? M. Macron dit qu'ils ne veulent pas l'escalade. Vous voyez? Mais par contre, le même comportement qu'a la France là, que d'éviter l'escalade, c'est le même comportement qu'ils sont en train de faire dans nos pays africains. Comme même que les dictateurs, qui est leur partenaire qu'ils ont placé à la tête des États africains, arrivent à massacrer les populations, la France n'a jamais rien dit. Rien dit. Vous voyez? Éventuellement, c'est cette compromission-là, par des relations d'accords d'argent, parce que ces gens-là, si vous voulez, arrivent à sécuriser les matières premières pour la France, donc la France ne peut rien dire.
Dans la plupart des cas, si vous essayez de voir, pour des exactions militaires qui sont passées au Congo-Brazzaville, pour des exactions militaires qui sont passées au Gabon, qui sont passées en République centrafricaine ou en République démocratique du Congo, vous allez entendre le même discours, ce que l'ambassade de France publie comme communiqué, que nous sommes en train d'observer la situation avec beaucoup plus d'intérêt. C'est le même discours. Et le même discours, vous allez le retrouver au niveau de l'Union européenne. Le même discours, vous allez le retrouver au niveau des Nations Unies. Vous voyez, voilà pourquoi M. Trump dit que les Nations Unies, tel que vous le voyez aujourd'hui, ne fait pas son travail. Le rôle qu'elle devait être censée jouer, elle ne la fait plus. Elle vise maintenant que des intérêts. Et ces intérêts-là arrivent à des conflits. Au lieu de prévenir les conflits, on se met de faire semblant de pouvoir arrêter les conflits. Or, c'est cela que M. Trump ne veut pas. Vous voyez, de ce côté que la France dit, bon voilà, nous n'avons pas envie de compromettre la paix, et c'est cela, la maintien des dictatures. Sassou tue, ils le savent, plus de 800 000 morts au Congo. Ali Bongo tue au Gabon. Des milliers de Gabonais, il a massacré. Joseph Kabila massacre en République démocratique du Congo. Plus de 8 millions de morts. Nkurunziza tue au Burundi. Vous voyez, Kagame aussi font les mêmes choses, vous voyez, ses compatriotes. Biya avec les anglophones au Cameroun, ce sont les mêmes problèmes, des grands problèmes. Tous ces pays africains francophones-là, c'est la pagaille. La France est en train de foutre la main. Voilà pourquoi nous voulons là saisir l'opportunité que M. Trump, puisque nous voyons là qu'il y a comme du Toto tiré Nama, M. Macron, la France veut vouloir montrer qu'ils sont plus forts les Américains. Nous voulons bien voir que les Américains puissent imposer leur veto dans toutes les décisions que la France veut vouloir faire. Vous voyez, par exemple, si la France se décide de donner le prêt au niveau du Fonds monétaire international à Denis Sassou Nguesso, que les Américains puissent imposer leur veto, parce que si l'argent est donné à Denis Sassou Nguesso ira acheter les armes avec cet argent, et généralement ce sont des contractuels français qui font ces relations-là pour que l'argent rentre dans ces entreprises-là qui arrivent à délivrer des armes à Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, c'est compatriotes. Donc, ce côté de la France qui consiste, bon voilà, nous voulons nous voulons pas que la politique puisse changer, ça va entraîner un déséquilibre économique après, c'est cela, le même discours, vous voyez. Alors que si vous avez affaire à un dictateur, vous avez affaire à un assassin, c'est qu'il faut faire, il faut couper court avec ce genre de comportement. On a vu pourquoi Sarkozy est allé attaquer Kadhafi, pourquoi Sarkozy est allé attaquer Laurent Gbagbo. Vous voyez, ses compatriotes. Voilà pourquoi nous tenons à vous poser, à vous présenter ce genre de décryptage pour que le monde essaie de comprendre la politique et le jeu que la France est en train de vouloir jouer. La France est en train de vouloir prendre la place des Américains. Et voilà pourquoi nous demandons aux Américains, à M. Trump, d'ouvrir grandement les yeux, d'imposer le veto, de prouver que vous êtes la grande puissance et que les petites politiques françaises qui consistent à dominer les Africains, et nous voulons que les Américains puissent rentrer là-dedans pour donner la grande liberté aux Africains. Maintenant, nous allons voir comment la France va tenir économiquement. Nous allons continuer un peu ce décryptage, chers amis. Ne vous fatiguez pas parce qu'on a plein de trucs à faire, plein de trucs à vous montrer, et nous allons donc tourner la caméra pour continuer ça. Millions of our citizens continue to suffer the effects of the devastating hurricanes that have struck our country. The American people are strong and resilient, and they will emerge from these hardships more determined than ever before. Je parle enfin au nom de Jules, mon compatriote, vivant sur l'île de Saint-Martin. Je songe à sa maison détruite, à sa peur que cela ne recommence encore et encore, parce que le réchauffement climatique multiplie les catastrophes. Mon pays, devant cette assemblée, avait promis un accord universel à Paris. Cet accord ne sera pas renégocié. Bon, voilà, chers compatriotes, nous savons avec cette affaire de tornade, les conditions climatiques qui viennent de briser la Floride, Miami et plusieurs régions au niveau des États-Unis. Éventuellement, c'est là où M. Trump a pensé à ses compatriotes américains, ceux qui ont été frappés par des phénomènes, des catastrophes naturelles. Et vous voyez le comportement de M. Macron, c'est-à-dire il veut vouloir penser à un individu. Pendant ce temps, M. Trump a pensé à tous les Américains. Vous voyez, c'est deux visions différentes. C'est-à-dire que vous avez un homme qui pense à toute une grande population
et M. Macron qui pense un individu, et il veut vouloir introduire cette affaire d'accord de Paris de la COP 21. Nous nous souvenons, la COP 21 qui avait été financée à plus de 40% par le criminel dictateur de Brazzaville, et éventuellement c'est cela qui lui a permis de se maintenir et de changer la constitution, éventuellement sous le sang des Congolais, vous voyez, ses compatriotes. Et nous savons que les Américains on sont clairs là-dessus. Mais en fait, quand on essaie de voir l'accord de Paris, il est censé créer un fonds de réserve, un fonds qui devait donc permettre à tous les pays là qui subissent des catastrophes naturelles pour pouvoir essayer de se reconstruire. Et dans ce fonds-là, qui avait été créé lors de la COP 21, éventuellement au temps de M. Obama, la plus grande partie des investissements partent. Ce sont les Américains qui les donnent. C'est pas quand même logique. Vous voyez, si on crée, vous voulez que un contrat ne soit pas négociable, mais on vous demande de payer plus aussi. Vous voyez, mais si ce sont les Américains qui payent plus, c'est bien normal. Donc M. Trump, dans sa vision, il s'est dit, mais non, tiens, moi j'ai du boulot à donner à ma population, parce que le rôle d'un leader, c'est cela. Penser d'abord à ses propres citoyens avant d'aller penser aux autres. Hein? C'est cela. Tu ne vas pas commencer à être le sapeur-pompier de la maison de ton voisin pendant que ta propre maison est en train de brûler. Hein? On cherche d'abord à défendre sa propre maison, et après, une fois qu'on réussit à éteindre le feu dans sa propre maison, on peut maintenant commencer à aller aider le voisin. Vous voyez? Donc c'est cela, M. Trump s'est dit, il dit, mais écoutez, cet accord-là n'est pas équilibré. Hein? Nous, on ne rentre pas là-dedans, on sort. Vous voyez? Et quand les Américains sortent, tout le monde s'écroule. Mais maintenant, pour les Français, si les Américains qui étaient les grands donateurs sortent de cet accord, mais vous allez penser que l'argent là va partir d'où? Mais bien sûr que de l'Afrique. Voilà pourquoi on maintient tous ces dictateurs. Vous voyez? Voilà pourquoi on maintient ces présidents poubelles, ces reptiliens, des gens qui n'ont aucune vision, des gens qui s'enrichissent derrière les peuples, derrière le sang de leur peuple. Et vous verrez, la preuve en est au Congo-Brazzaville avec toute la catastrophe humanitaire qui est en cours. On n'a pas vu l'ambassadeur de France aller voir nos compatriotes du département de Poul qui se sont déplacés, qui ne sont pas déplacés, enfin, qu'on a poussé à l'exil dans le département de la Bouenza. Vous voyez? Mais les Américains l'ont fait. Vous voyez? Les Américains l'ont fait. Les Américains sont allés toucher de leurs doigts. Voilà la souffrance de ces enfants-là. Vous voyez, quand vous voyez les images de l'ambassadeur américain qui part pour voir, vous voyez, vous sentez que l'homme est souffrant dans le fond de son cœur. Mais qu'est-ce que la France fait? Personne, aucun leader français n'est parti. C'est une façon de vous dire, même quand les petits jeux qu'on nous montre, et oui, la France va toujours maintenir les dictateurs. Donc voilà un peu sur ce volet ce que nous tenons à vous montrer par rapport à ça. Maintenant, nous allons vous faire passer quelques images, éventuellement, de tous les selfies que nous sommes en train de voir. Mais premièrement, nous voulons vous présenter les visions de deux leaders, hein, c'est-à-dire un leader qui est dans la vérité, qui dit la vérité, et un leader qui est dans les mensonges et qui veut faire semblant. Chers compatriotes, démocratiquement notre peuple africain, permettez-nous de nous tourner la caméra, nous allons vous montrer quelques images. Sur cette image, vous allez voir M. Trump ici, quand il a fini son discours au niveau des Nations Unies, et il va donc quitter le podium pour se rendre, pour sortir de la salle. Et nous allons voir quelques présidents qui étaient donc à cette rencontre, qui voulaient donc le saluer. Donc vous allez voir ici Kagame, et regardez ce que M. Trump fait, regarde, M. Kagame pousse ses amis qui sont là pour qu'il arrive, vous voyez, M. Trump l'a sauté, carrément l'a sauté, vous voyez, donc M. Trump l'a carrément sauté, vous voyez encore M. Kagame, qui est là, regarde, il pousse les compatriotes pour qu'ils s'infiltrent là-dedans, il est là, pour qu'ils s'infiltrent, pour qu'il veut vouloir tendre la main à M. Trump, et M. Trump le sort, il préfère venir saluer les dames qui sont là, vous voyez. Ça c'est une vision, hein. Ça montre que M. Trump sait maintenant ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est-à-dire cet homme que vous voyez, il est à l'origine du massacre de plus de 8 millions de Congolais, en complicité avec un certain nombre de multinationales et aussi avec un certain garde du Congo. Voilà pourquoi M. Trump n'a pas sa vision. Hein. M. Trump le sort, mais il vient saluer la dame. Vous voyez? Il salue la dame. Vous voyez? Donc, ça montre deux visions différentes
deux hommes politiques, comme vous voyez même dans leur pensée, c'est vraiment deux visions différentes. Maintenant, nous allons encore vous montrer quelques images, hein, toujours dans ces selfies que nous sommes en train de voir, qui sont en train de se passer aux États-Unis. Maintenant, nous allons vous montrer quelques images. Vous voyez, toujours dans cette politique d'hypocrisie, hein, on veut vouloir nous montrer que ce n'est pas ce qui se passe. Là, vous aviez Bongo, hein, c'est-à-dire, vous voyez ce homme qui est là, vous le connaissez certainement, c'est Yves Le Drian, hein, qui est le ministre, je crois, des Affaires étrangères de la France. Vous voyez, dans ses stratégies, il essaie d'emmener le monsieur Macron vers ce monsieur pour lui dire bonjour, tout en sachant que Bongo était à côté. Donc, qu'est-ce que Bongo fait quand lui vient saluer ici? Il profite. Vous voyez, ça fait partie du jeu, du plan. Donc, il profite, il se déplace. Et donc, par respect, M. Macron ne peut pas le tourner le dos. Mais si c'était M. Trump, il n'allait pas faire ça. Vous voyez, c'est deux politiques différentes. Vous voyez, donc lui, il est donc obligé. Mais on ne peut pas aussi dire qu'il ne savait pas. Parce que si réellement il savait, s'il était vraiment déterminé à ne pas le saluer, il tournait le dos, il partait. Mais il s'est arrêté, il y a le sourire. Mais regardez le visage, le sourire est là. Et regardez comment l'autre lui tient à la main. Vous voyez? Donc, c'est des images qu'il faut essayer d'analyser et essayer de comprendre ce qui se cache. Ça là, c'est faire semblant, faire déplacer monsieur Bongo ici. Et le Drian qui est derrière. Mais tout ça, c'est déjà monté par eux. Ils savent réellement ce qui devait se passer, que le monsieur là était là. Donc il faut qu'on emmène le président là où il est là pour qu'il puisse saluer. Lui, il va profiter de prendre son selfie. Ça devient donc une photo de publicité au niveau de la télé gabonaise ou encore au niveau du Gabon. Vous voyez, chers compatriotes démocrates du monde entier. Donc, il y a plein d'images comme ça. Nous allons encore vous montrer quelques images. Toujours dans notre façon de pouvoir analyser les choses. On essaie de regarder la réalité en face. Vous voyez? Tout à l'heure, et permettez-nous, nous allons tourner encore la caméra. Vous voyez? Vous voyez? Les techniques, toujours les mêmes techniques. Vous voyez? On nous fait croire, ici nous sommes bien dans le couloir. Mais comment ça c'est que M. Macron va passer dans ce couloir? Mais bien sûr, hein, tout ce monde, comme on a dit le Drian et tout ce monde, ils savent. C'est déjà acheté. Sassou doit avoir son selfie qui va lui permettre de faire la publicité au niveau du Congo, au niveau de sa télé foufou. Et on vous apprend déjà que cette photo est en train de faire est en train de tourner en boucle sur la télé foufou, la télé Congo. Vous voyez, chers compatriotes. Donc tout ça, c'est déjà calculé. Lui, il savait que Sassou était là. Parce qu'il n'y avait pas de raison pour lui de ne pas savoir. Sa sécurité savait que Sassou était là. S'il ne voulait pas se rencontrer avec Sassou, il n'allait pas être là. Sassou réussit donc son selfie qui devient l'objet de la publicité. Mais ne vous en faites pas. Il est bien pour le maintien du dictateur au pouvoir. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, soyons déterminés. La libération du Congo ne partira non pas de la France, non pas de qui que ce soit, mais de nous-mêmes. Nous allons encore vous montrer. Mais encore, chers compatriotes, souvenez-vous, nous avons fait une vidéo là-dessus. On avait dit ceci. Si M. Macron, un jour, il arrive à serrer le poignet de l'initiation de ça sera la poisse qui va récupérer de cet homme. Et du moment où ce monsieur a réussi à le saluer, à serrer sa main, M. Macron, c'est un président à un seul mandat. La poisse de l'initiation de ce va passer à cet homme. Et en plus, puisque nous savons que l'homme est habitué à faire des trucs mystiques, des pratiques, on nous apprend même par Brazza News qu'il a passé quasiment 3 jours dans un cercueil avant de venir aux Nations Unies. Il se pourrait que ces féticheurs, vous voyez, parce que l'homme c'est un mystique, il croit à ces choses. Il se pourrait que même ces féticheurs lui ont même demandé, il faut seulement arriver à serrer sa main pour le dominer. Et je vous apprends, chers compatriotes démocrates du monde entier, ne soyez pas surpris dans les jours qui vont venir que vous entendez que Sassou est parti rencontrer Macron, mais que cela ne vous décourage pas. Sachez que c'est un combat dur, c'est un combat où tous les coups sont permis. Hollande nous a déjà donné un coup de poignard au dos, mais cela ne nous a pas découragés. Nous continuerons à travailler fort. Et nous vous avons déjà dit, nous devons continuer à travailler sur l'axe d'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Peut-être que c'est par là que partira, que nous allons obtenir le salut de ce Congo-là.
Parce que si nous comptons sur la France, si nous comptons sur les Occidentaux, ça va être difficile pour nous de réussir ce combat au niveau de la France. Bon, voilà. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, nous allons rapidement vous faire passer encore, toujours dans ces selfies que nous avions pensé qu'il était nécessaire de vous le faire passer. Vous voyez, l'homme, puisque avant qu'il puisse recevoir son selfie avec Macron, l'homme se disait, mais comment va-t-il repartir au Congo comme ça? Donc, il se permet, vous voyez, la posture qu'il a prise. Regardez l'homme. Donc, l'homme s'est positionné d'une manière normale pour faire cette photo-là. Donc, il a pris une posture. Vous voyez comment il serre la main de la dame. Vous voyez, c'est une façon que la télé Congo puisse utiliser cette photo-là pour dire, vous voyez, l'homme n'a aucun problème, même avec madame la procureure de la Cour pénale internationale de justice, le courant passe très bien. Mais ne vous en faites pas, peuple congolais, nous travaillons là-dessus. Rapidement, nous allons vous faire passer également une autre posture. Hein, une autre posture, c'est celle avec madame Christine Lagarde. Vous voyez? Vous vous souvenez de cette photo-là? Hein? Donc, dans le voyage de Sassou, vous voyez, cette photo, c'est comme on vous l'avait dit, hein, dans le voyage de Sassou, excusez-moi, je vais essayer de positionner la caméra, vous voyez. Dans le voyage de Sassou, il était question forcément de rencontrer cette dame. Ils ont tout fait, dans les couloirs au niveau des Nations Unies, ils ont tout fait pour chercher à rencontrer. On nous apprend même, selon notre informateur, Sassou est resté pendant des minutes. Près de 45 à 50 minutes, il est resté assis dans cette salle en train d'attendre Mme Christine Lagarde. L'homme était devenu rouge parce que Mme Christine Lagarde ne venait pas. Il attendait énormément cette rencontre avec Mme Christine Lagarde parce que ça faisait partie du plan de la publicité. Il faut emmener des photos au Congo pour essayer de rassurer le peuple congolais que oui, nous avions rencontré cette dame, elle nous a promis de l'argent. Donc ne soyez pas surpris, démocrates du monde entier, chers compatriotes du Congo, que la télé Congo vous fasse ces images-là en boucle en vous disant que l'argent arrive. Mais l'argent ne veut pas arriver. Nous allons vous faire passer rapidement le discours, un extrait du discours de Mme Christine Lagarde. Un instant. Voilà. Donc, un instant. Je vais donc tourner la caméra. Nous allons écouter ce que Mme Christine Lagarde venait de dire après l'entretien qu'il a eu avec Sassou. Tout en signifiant qu'il a fait poireauter Sassou, il est près de 55 minutes dans la salle en train d'attendre. L'homme était devenu rouge. Mais comme il avait vraiment besoin de ce selfie, il était donc obligé de devenir patient. On a même dit qu'il a même fait pipi dans les habits, puisqu'il porte des couches. Vous voyez, chers amis. Et rapidement, nous allons tourner la caméra. Nous allons donc écouter ce que Mme Christine Lagarde va nous dire. Donc, nous allons juste augmenter un peu le son et nous allons écouter ce qu'elle va dire. Donc, rapidement, on va jouer. Off. Et je viens de finir une très bonne réunion avec le président. On a pu évoquer la situation macroéconomique générale du pays. Bien sûr, le Fonds monétaire international est disposé à soutenir et à aider le Congo selon les règles et conditions habituelles de notre engagement vis-à-vis des pays membres. Voilà. Nous avions entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit, elle n'a même pas voulu prononcer le nom de Sassou. Hein? Nous avions... Mais ça fait partie de la diplomatie. Hein? On ne va pas être impoli devant les écrans. Hein? Il faut parler en termes de directeur d'une grande institut qui est là pour pouvoir essayer de régler les situations macroéconomiques de tous les États du monde. Donc, elle ne veut pas venir parler impoliment. Donc, elle a dit, vous avez entendu, selon les conditions et les règles des institutions. Nous sommes disposés, elle dit, nous sommes disposés, comprenez bien hein, le langage, nous sommes disposés à pouvoir s'entendre, à aider le Congo selon les règles, vous voyez, selon les règles et les conditions de l'institution. Vous voyez, chers amis. Donc, les conditions, nous le savons tous. Vous voyez, il faut présenter les contrats avec Genvor, avec Glencore, avec Trafigura,
avec toutes les compagnies chinoises, tout le dossier de la SNPC, la Société Nationale de Pétrole du Congo, géré par Kiki Christel. Nous avons celui qui fait partie de cette plateforme des 4 pères de la mafia congolaise. Donc éventuellement il s'agit de Denis Sassou Nguesso, il s'agit de Denis Christel Sassou Nguesso, il s'agit de Jean-Jacques Bouya et de Gilbert Ondongo. Ça sont les 4 pères de la mafia congolaise. Donc ça sont les termes et conditions. Et aussi, l'autre condition, c'est que Sassou ne peut pas engager à lui seul le Congo-Brazzaville parce qu'il n'a pas la légitimité. Vous avez même entendu, Madame Christine Lagarde a dit le président, mais il n'a jamais prononcé le nom de Sassou Nguesso comme président du Congo. Donc ça, c'est des indicatifs qui vous poussent à comprendre le sens de son discours. Oui, nous avions parlé avec le président, il n'a jamais prononcé le nom de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, Christine Lagarde n'a pas envie de se salir comme son prédécesseur Dominique Strauss-Kahn. Elle est très prudente avec le dossier du Congo. Là où elle sait que Sassou n'a pas la légitimité, donc il ne peut pas arriver à engager le Congo seul dans cette direction. Engager le Congo dans la direction du pays doit demander un consensus national. Le consensus national, il ne l'a pas. Vous voyez, le consensus national, il ne l'a pas. Parce qu'il n'est pas légitime. Le consensus national, c'est tous les Congolais qui sont dans les prisons. Donc on va parler de Général Jean-Marie Michel Mokoko, de Paul Makaya, de Okombi Salissa, de Libongo Ngoka, du colonel Mpika, de tout ce monde-là, les prisonniers que vous connaissez, ils font partie du consensus national. Il s'agit de l'opposition du Congo qu'on a l'habitude d'appeler l'opposition radicale, alors que les radicaux, ce sont eux qui, à la place de discuter pour trouver des vraies résolutions pour le pays, on préfère emprisonner les autres, on préfère de mettre l'armée dans la rue, on préfère de tabasser, on préfère imposer les autres les restrictions de déplacement, de voyage, les restrictions de la parole, vous voyez. Ce sont eux les radicaux. Ce n'est pas l'opposition qui est radicale, vous voyez, ce sont eux les radicaux. Éventuellement, le consensus national, ça nécessite la société civile congolaise. Et nous savons ce que la société civile a posé comme acte, les conditions éventuellement que la société civile demande, ce sont les mêmes conditions que nous, en tant que dans la diaspora, nous avons autrefois demandé. Les préalables sont là pour éventuellement créer des conditions de dialogue. Mais nous ne voulons même plus encore parler du dialogue, chers compatriotes. On ne peut pas continuer à dialoguer avec l'homme qui vous met le fusil à la tête et il vous demande de signer des documents. Non, ça ne va plus se passer de cette façon. Vous voyez, le consensus national, c'est la diaspora congolaise qui est donc la base de référence du Congo-Brazzaville. Parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, si Sassou est dans cette difficulté parce que vous avez une forte diaspora qui s'est levée, la diaspora congolaise est devenue une diaspora intelligente. Ce n'est plus une diaspora qui partait acclamer Sassou ou les dignitaires de ce régime quand il venait en Occident, une diaspora qui était toujours derrière les politiciens de Brazzaville, ils vous donnaient des petits euros, des petits dollars. Non, la diaspora veut maintenant participer dans le développement économique de ce pays, dans le développement politique de ce pays. Vous voyez? Et donc, ce consensus-là, il ne l'a pas. Vous voyez? Donc, Sassou n'a pas la légitimité d'aller signer une quelconque entente avec le Fonds monétaire international ou avec la Banque mondiale. Et à l'étape où nous sommes arrivés, personne ne pourra donc permettre à Sassou d'obtenir le prêt. Il peut passer, puisque là on entend qu'il va passer 2 semaines au niveau des États-Unis, après New York il va aller à Washington pour essayer de convaincre pas mal des politiciens américains, notamment la plupart des temps de la communauté noire, pour essayer de convaincre le président Trump à changer de position. Non, il n'y a pas que les États-Unis, il y a le Canada qui est là aussi, qui a son veto. Vous voyez, nous avions énormément discuté avec les autorités de ce pays et nous avions brièvement présenté le dossier du Congo et le Canada a une position ferme. Et déjà la position ferme du Canada, nous le savons par le biais de son ancien ministre des Affaires étrangères, M. Stéphane Dion, qui avait donc fait une forte déclaration sur le Congo-Brazzaville. Vous voyez, donc la position américaine s'ajoute, la position du Canada s'ajoute et pas mal de pays qui supportent donc les nouveaux mouvements, le changement de l'alternance politique au niveau du Congo-Brazzaville. Ceux-là,
utiliseront leur veto pour que le Fonds monétaire international ne puisse pas engager le Congo sur un autre prêt sous le régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso qui n'a pas la légitimité. Vous voyez? Donc, les conditions aussi fait partie de ce que nous pensons qu'il nous faut une deuxième conférence nationale. Chers compatriotes démocrates du monde entier, écoutez bien ce que nous disons. Il nous faut une deuxième conférence nationale. Le dialogue, on n'en a pas. Vous avez eu tant de dialogues au Congo. Evo, Dolisie, Brazzaville, vous êtes même parti à Sibiti, vous êtes allé faire un autre dialogue à Diata. Ces dialogues-là n'ont jamais conduit le Congo dans une nouvelle direction. Ça s'ouvre à la va-vite, sauter sur un dialogue, vous voyez, et il veut vouloir ramener les ressortissants du département de Poul sur une table de négociation sous le terme d'un certain dialogue entre Sassou et Ntoumi. Non, le problème politico-économique qui mine le Congo est un problème national. Ça ne pourra jamais être résolu entre une quelconque entente entre Sassou Nguesso, le PCT et les gens du révérend Pasteur Ntoumi ou les ressortissants du Poul. Vous voyez? Et voilà pourquoi, d'ailleurs, nous sommes très contents que M. Boao a énormément supporté notre position parce que nous l'avons dit que un dialogue bilatéral entre Denis Sassou Nguesso, les ressortissants du Poul ou le révérend Pasteur Ntoumi va nous emmener sur les mêmes boucles. Vous voyez, Ntoumi, autrefois, a dialogué avec Sassou, ils ont trouvé des compromis, vous voyez, mais à la fin, vous avez toujours Sassou qui a brisé ces contrats-là, vous voyez. Donc, Sassou utilise toujours les mêmes techniques. Et puis, nous attirons aussi l'attention à tous ces compatriotes-là qui se sont levés pour ce dialogue-là. Sassou est un grand diviseur, un grand manipulateur. En voulant créer un dialogue bilatéral entre lui et les gens d'Ntoumi, c'est une façon de séparer les Congolais, vous voyez, de diviser le Congolais. Au moment où vous êtes divisé, lui, il continue à régner en maître. Mais nous, en tant que Congolais de la diaspora, nous avons compris ce jeu, hein, et nous n'allons jamais rentrer dans ce jeu. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais de grandement ouvrir les yeux, l'homme à la corde au cou, hein, et nous devons savoir que c'est un combat de longue haleine, hein, c'est-à-dire que tous les coups sont permis. Demain, si vous verrez M. Macron recevoir Sassou, ça ne va pas nous décourager. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais de blinder leur morale. Hein. Nous sommes rentrés sur ce terrain, nous sommes au front, on l'a toujours dit. Hein. Un fantassin qui est au front, il s'attend à tout. Ou il tombe, ou c'est son ennemi qui tombe. Un fantassin qui est au front ne recule jamais. Un fantassin qui est au front n'a plus peur quand les balles ou les coups de canon sifflent. Vous voyez, là où nous sommes au front, nous sommes sur un terrain miné et nous ne pouvons plus reculer. Vous savez que quand vous reculez, l'ennemi gagne de l'espace. Vous reculez, l'ennemi gagne de l'espace jusqu'à ce qu'il va vous coincer au mur. Et si vous êtes dos au mur, vous n'avez plus où aller. Vous voyez, chers compatriotes, voilà pourquoi nous disons aux Congolais, nous devons nous miner. Nous avions reçu beaucoup de coups de poignard. Hollande nous a poignardés. Autrefois, les Nations Unies nous a poignardés. Maintenant, là, nous commençons à regarder la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, à l'heure où les Nations Unies veulent vouloir mener des enquêtes dans le département de Poul pour pouvoir démanteler tout le régime criminel et dictatorial, les fausses communes. Pourquoi il a massacré, il a complètement rasé près de 350 villages. Ça souvient vraiment diligenter un dialogue. Et vous voyez un certain nombre de leaders au niveau des départements de Poul qui se lèvent pour pouvoir aller soutenir ce dialogue. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, nous n'allons plus se faire avoir sur ce chemin. Voilà un peu, chers compatriotes, ce que nous tenons à présenter ce soir dans notre décryptage de ce qui se passe aux Nations Unies. Nous avions pensé qu'il était nécessaire de parler de tous ces sujets. Bon, voilà. Donc je pense que on a fait un peu le tour, on a parlé, on a présenté les deux leaders, M. Trump et M. Macron, la vision de tout un chacun d'eux. Nous avions parlé de l'Afrique d'une manière générale, nous avions parlé éventuellement des selfs qui font le tour, nous avons parlé du Fonds monétaire international. Et nous voulons dire ceci au peuple congolais et à la jeunesse congolaise. Certainement que vous n'avez pas encore compris le combat, mais nous pensons qu'il est temps de comprendre ce combat. Il est quasiment minuit 48, nous ne dormons pas parce que nous avons pensé qu'il était nécessaire que nous faisions ce direct avec vous, de vous parler des problèmes
problèmes qui sont en train de miner notre pays. Mais nous devons comprendre que la sortie du Congo dans cette difficulté se fera que seulement si ça n'est pas au pouvoir. Il y a deux moyens. Ou nous maintenons la pression, nous le poussons à la sortie, ou nous serons obligés de prendre des armes et de l'attaquer. Mais en ce qui concerne les armes, on n'a pas les moyens. Hein, parce que ceux qui ont les moyens, généralement, ou ceux qui ont travaillé pour l'État congolais et qui, par des méthodes archaïques, ils se sont retrouvés avec un peu de moyens de l'État, n'ont jamais envie de ressortir cet argent. Donc, voilà pourquoi nous demandons à la jeunesse congolaise de maintenir la pression. Là, nous savions qu'il n'aura pas l'argent. La fin du mois de septembre va arriver, les fonctionnaires vont arriver quasiment à 4 à 5 mois sans salaire. Les infirmiers n'auront pas de salaire, les enseignants n'auront pas de salaire. Même ses propres militaires qu'il est en train de s'inventer, qui sont en train de le protéger, n'auront pas de salaire. Maintenant, nous pensons qu'avec tout ça, suffira de pouvoir créer une forte grogne au niveau du Congo. Mais ce que nous vous disons, c'est que l'homme est armé, il est armé jusqu'aux dents. Il va toujours utiliser la répression. Mais que cette répression-là ne vous pousse pas à courir. Parce que même quand vous courez, il viendra vous chercher dans vos maisons. Donc vous avez deux choix. Quand vous sortez tous ensemble au même moment dans toutes les villes du pays. Avec les menus, vous partez et c'est cela que l'homme va fouiller. Il n'aura pas de choix de fouiller. Il n'aura pas de choix. Parce que le vent est de notre côté. Maintenant, quant aux girouettes qui suivent la direction du CFA, votre malheur arrivera quand le malheur de s'asseoir arrivera. Voilà un peu, chers compatriotes, ce que nous tenons à dire pour ce soir. Et je crois qu'il est tard, nous on va aller dormir parce que demain il faut reprendre les activités. Et nous voulons que Dieu nous bénisse tous parce que nous croyons en ce combat. Les signaux sont là, le vent est de notre côté. Mais cela ne veut pas dire que nous devons laisser. Parce que ça, c'était des batailles que nous sommes en train de gagner. Le combat n'est pas encore gagné. On a gagné la première bataille qui est arrivée à pouvoir l'écarter du groupe des leaders africains que M. Trump a réussi. Ça, c'est une bataille. On est arrivé à pouvoir le chasser des premiers rangs au niveau des Nations Unies. On est arrivé. Là, avec la bataille avec le Fonds monétaire international, c'est encore une forte bataille. Il faut que nous continuions fort pour que qu'ils ne puissent pas obtenir ce prêt au niveau du Fonds monétaire international. Et si nous réussirons à gagner cette bataille, c'est la chute de l'homme. Il n'aura pas de choix de partir. Il n'aura pas de choix, chers compatriotes. Et nous sommes prêts, nous sommes proches. Mais ça demande la motivation, la détermination de tout un peuple. Et nous appelons une fois de plus encore à un mouvement général de grève au niveau de Pointe-Noire. La déstabilisation de Pointe-Noire par un mouvement de grève fera que tous ceux qui soutiennent Sassou Nguesso dans le domaine pétrolier n'auront plus de choix, c'est de le lâcher. Parce qu'ils ne comptent que même sur ce petit baril qui reste encore. Même quand même qu'il a bradé, ils comptent encore sur les miettes. Si nous arrivons à arrêter la production pendant au moins 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours, chers compatriotes, on vous le dit, l'homme va sonner, l'homme va sauter. Merci et que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse les femmes du Congo qui sont autrefois marginalisées, les femmes qui sont violées, les femmes qui pleurent, que Dieu bénisse toutes ces femmes et nous avons besoin des femmes dans ce combat aussi. Que Dieu bénisse la jeunesse, qu'elle se comprenne que c'est un combat de notre génération que nous sommes en train de mener et que nous devons savoir que le temps de la manne est terminé. C'est seule la lutte qui libère. Merci et passez une bonne soirée. Au revoir.